Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Le 28 février 2019, le Canada est devenu le premier partenaire international de la NASA pour la construction de la LOPG, la station spatiale en orbite lunaire du programme Artemis. Le pays a engagé un peu plus de 2 milliards de dollars sur 24 ans, ce qui permettra notamment de fabriquer le Canadarm3, un nouveau bras robotisé descendant direct de ceux qui ont équipé les navettes spatiales et la Station spatiale internationale. Pour l'Agence spatiale canadienne, il s'agit de l'engagement financier le plus grand de son histoire, allant même au-delà de ce qui a été alloué à l'ISS. Preuve que le Canada prend très au sérieux cette nouvelle aventure lunaire. Cela se traduira peut-être par l'envoi d'astronautes canadiens dans la LOPG, voire même à la surface de notre satellite. En janvier dernier, deux d'entre eux, Joshua Kutrick et Jennifer Sidey-Gibbons, ont ainsi intégré le corps des astronautes. Ils se retrouvent donc en bonne position pour espérer entreprendre des voyages vers la Lune d'ici quelques années. Cela marquerait un nouveau point culminant pour un pays qui dispose déjà d'une longue histoire spatiale. L'Agence spatiale canadienne a été formée en 1990, mais le pays dispose d'activités spatiales depuis bien plus longtemps. Dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Ottawa a démarré le développement de fusées-sondes, et même de quelques technologies liées au vol habité. Ces programmes ont d'abord existé sous égide militaire. Ils ont par exemple donné naissance à la famille de fusées Black Brant. La plus capable de celle-ci, la Black Brant 12, dispose de 4 étages et peut monter jusqu'à 1500 km d'altitude. Ces fusées ont été tirées depuis le Canada, mais aussi depuis les États-Unis, le Brésil, le Pérou ou encore la Norvège et la Suède. La Black Brant a d'ailleurs failli entraîner la fin du monde en 1995. Quelques années après la fin de la guerre froide, une équipe américano-norvégienne a tiré l'une d'entre elles en direction du pôle Nord, depuis la base de lancement d'Andøya située en Norvège. La fusée a adopté une trajectoire assez similaire à celle des missiles de croisière américains, ce qui a mis en alerte tout le système de défense et de riposte russe. L'information est remontée jusqu'à Boris Eltsine qui, fort heureusement, a décidé qu'il ne fallait pas déclencher le feu nucléaire. Le Canada n'a jamais développé de lanceur orbital domestique. Le pays pourrait cependant rapidement ouvrir son premier port spatial. L'entreprise Maritime Launch Services est en train de construire un pas de tir dans la ville de Canso, en Nouvelle-Écosse. Il doit permettre d'accueillir des fusées ukrainiennes Cyclone 4M. Ces dernières peuvent placer jusqu'à 5 tonnes en orbite basse, ce qui offrira au nouveau spatioport canadien une capacité appréciable. Le premier lancement est prévu pour l'année prochaine et l'entreprise espère atteindre 8 tirs par an en vitesse de croisière. Si le Canada n'a jamais disposé de ses propres lanceurs, il a très vite développé ses propres satellites. Le premier d'entre eux, dénommé Alouette 1, a décollé en 1962 sous la coiffe d'une fusée américaine. Ce qui a permis au Canada de devenir la troisième nation à disposer d'un satellite fabriqué par ses soins en orbite, après l'URSS et les États-Unis. Alouette 1 s'est avéré être très robuste. Sa mission, initialement prévue pour 1 an, en a finalement duré 10. Ce qui est assez exceptionnel pour un satellite du début des années 60. Il s'agissait d'une mission d'étude de la ionosphère, la partie la plus haute de l'atmosphère. Les 4 premiers satellites canadiens ont d'ailleurs tous travaillé sur cette thématique. Alouette 1 a été suivi par Alouette 2 en 1965, puis par Isis 1 et 2 au tournant des années 1970. Le Canada a par la suite lancé ses satellites de télécommunication, d'observation de la Terre ou de surveillance des astéroïdes géocroiseurs. En 2003, le pays a mis en orbite son premier télescope spatial, MOST. Sa mission a duré jusqu'en mars 2019. Avec ses 53 kilos, il s'agissait du plus petit télescope spatial jamais lancé, ce qui lui a valu le surnom humoristique de Hubble Space Telescope. Il a tout de même pu détecter des transits d'exoplanètes et caractériser certaines étoiles. Par le biais de ses collaborations, l'Agence spatiale canadienne a participé à la construction d'observatoires bien plus imposants, tels que Herschel, Planck ou James Webb.
Au vu de ses moyens plutôt modestes, l'Agence spatiale canadienne est très active dans le vol habité. 9 de ses astronautes ont déjà séjourné dans l'espace. Le dernier d'entre eux, David Saint-Jacques, est revenu de l'ISS en juin 2019. Les astronautes du pays ont beaucoup volé sur la navette spatiale, et l'un d'entre eux a même pu visiter la station Mir. De manière plus anecdotique, le Canada a aussi fourni un des rares touristes spatiaux de l'histoire, Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil. L'homme d'affaires a passé 10 jours à bord de l'ISS en septembre 2009. Cette année-là, 3 Canadiens sont allés dans l'espace, ce qui constitue un record. Le Canada a apporté une de ses plus célèbres contributions spatiales avec les fameux Canadarm, ces bras robotisés capables d'inspecter ou de manipuler des charges utiles. La technologie avait d'abord été développée pour manipuler du combustible nucléaire dans des centrales, jusqu'à ce qu'en 1974, un partenariat avec la NASA transpose le concept dans l'espace. Le Canadarm a trouvé sa place sur la navette spatiale dès le deuxième vol de celle-ci, en 1981. En tout, la NASA en a reçu 5 exemplaires qui ont volé avec toutes les navettes. Après l'accident de Columbia, ils ont reçu la tâche vitale d'inspecter le bouclier thermique des navettes, avant leur rentrée atmosphérique. Leur conception reprenait un peu la morphologie d'un bras humain avec un coude et un poignet. Très résistant, il permettait de manœuvrer des masses de plusieurs dizaines de tonnes, ce qui a été bien utile pour l'assemblage de la Station spatiale internationale. Cette dernière a ensuite rapidement reçu sa propre version du bras articulé, sobrement intitulé Canadarm 2. Toujours en activité, ce dernier est un peu plus long que son grand frère. Il dispose de 7 articulations, ce qui lui permet notamment de se déplacer le long des poutres de l'ISS. Il a tout de même besoin de se connecter sur des emplacements dédiés pour recevoir de l'énergie et des commandes. Les objets qu'il est susceptible de manipuler, comme le vaisseau Dragon dans sa version cargo, sont équipés de ports d'attache spécialisés. Principalement constitué de titane, le Canadarm 2 est capable de mouvoir plus de 100 tonnes dans l'espace. Il peut aussi réaliser des manipulations très précises, ce qui lui permet de déplacer des expériences, ou d'inspecter et d'assister à la maintenance de la station. Dans le cadre de sa contribution à l'ISS, le Canada a fourni un deuxième système de manutention tout aussi impressionnant, qui adopte le surnom de Dextre. Il s'agit d'un robot manipulateur qui dispose de 2 bras de 3,50 m chacun. Il est lui aussi mobile, mais pas par ses propres moyens. Pour se déplacer le long des structures de la station, c'est le Canadarm 2 qui doit l'attraper et le reloger. Les deux systèmes peuvent d'ailleurs être combinés pour former un super bras manipulateur, avec Dextre au bout du Canadarm. Les bras de Dextre sont aussi agiles que ceux du Canadarm, avec 7 articulations chacun. Il dispose en plus d'une palette d'outils interchangeables qui, combinée à ses nombreuses caméras, lui permet de réaliser de très nombreuses tâches sans avoir à faire sortir un astronaute. Dextre a été installé sur l'ISS en 2008 et a régulièrement reçu des améliorations depuis. Les deux systèmes de bras robotisés travaillent en tandem avec une base mobile, le MBS, qui est capable de se déplacer le long de rails, sur les 108 mètres de la poutre principale de l'ISS. Cela leur offre une mobilité presque totale. L'expertise du Canada dans les bras robotisés est donc vouée à se poursuivre à travers le programme Artemis, et un nouveau bras qui n'est pas allé chercher son nom bien loin, le Canadarm 3. Quelques détails ont déjà commencé à émerger sur ce dernier. Dans son architecture, il devrait s'inspirer en grande partie du Canadarm 2, avec notamment la possibilité de se déplacer sur différents points d'attache, pour opérer sur l'ensemble de la LOPG. Il devrait cependant être relativement plus court, avec une longueur pour le moment fixée à 8,50 m. Sa fabrication fera principalement appel au composite de fibre de carbone, ce qui lui permettra d'afficher une masse très contenue. Une des principales différences avec le Canadarm 2 résidera dans ses moyens de contrôle. Ce nouveau bras devrait pouvoir être opéré depuis la station ou la Terre. Il fera aussi largement appel à l'intelligence artificielle pour des opérations autonomes. Il embarquera notamment 6 caméras 4K qui lui permettront d'analyser son environnement avec la plus grande précision. Voilà qui promet de magnifiques images de l'extérieur de la LOPG. Sur le bras principal, un deuxième bras plus petit devrait être monté. Il porte le nom de Exploration Dexterous Arm, ou XDA. Dans les années qui viennent, l'Agence spatiale canadienne pourrait aussi franchir une étape en concevant son premier rover lunaire.
Des négociations ont été engagées avec la NASA cette année pour le faire voler via le programme CLPS. Aucune date n'a encore été avancée, mais il est probable qu'il voit le jour d'ici 5 ans pour pouvoir bénéficier des financements du programme LEAP. Ce dernier est doté d'une enveloppe de 150 millions de dollars pour faciliter l'accès des entreprises et universités canadiennes à la Lune. Le Canada pourrait aussi se tourner vers une collaboration avec l'Europe et le Japon pour concevoir une mission lunaire commune. Un rover canadien pourrait alors voler grâce au futur grand atterrisseur lunaire européen. Une telle mission aurait plutôt lieu autour de 2027, mais permettrait de déployer un rover plus massif à la surface de notre satellite. Quoi qu'il en soit, l'Agence spatiale canadienne a définitivement les yeux tournés vers notre satellite, avec l'espoir que d'ici une dizaine d'années, un astronaute du pays, probablement Joshua Kutrick ou Jennifer Seyde-Gibbons, aille séjourner en orbite autour de celui-ci. Et nous voici déjà au bout de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à faire part de vos remarques et de vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18 h. Vous pouvez par ailleurs consulter la description de la vidéo pour retrouver nos sources, des liens vers nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous dimanche pour un nouvel espace commentaire, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.